Bonjour à toutes et à tous. Nous voici dans le premier podcast officiel de Breakable. Le podcast zéro était sur la chute post-olympique, mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un invité français, un écrivain, romancier, éditeur, Jean-Philippe de Tonac, qui a écrit plus d'une trentaine de livres, dont deux qui m'ont particulièrement parlé, Le Cercle des guérisseuses et L'éloge de la vulnérabilité des hommes. Du masculin blessé au masculin sacré, c'est le livre qui m'a le plus parlé dans ma quête de qui j'étais en tant qu'homme, surtout dans cette période post-olympique dont on a parlé dans l'épisode précédent. Et donc j'ai l'honneur de recevoir ce soir Jean-Philippe de Tonac. Merci Jean-Philippe d'avoir fait surtout déjà cette route, d'avoir pris le train pour plus de 6 heures pour venir nous parler d'un sujet assez passionnant. Et ce sujet, c'est l'homme. Je voulais parler de l'homme parce qu'on parle beaucoup de la femme dans cette période depuis pas mal d'années. Et je trouve qu'on oublie peut-être un petit peu l'homme. Pas parce que l'homme est mieux, mais parce que c'est un sujet encore un peu trop tabou à mon goût. Et je pense que tu es la personne pour moi adéquate pour en parler aussi bien à travers ton livre, mais aussi pour en parler d'une manière plus générale. Donc merci d'être là ce soir. Et je commencerai déjà peut-être par une première question. Ouais. Comment décrirais-tu l'homme aujourd'hui? Elle est peut-être très générale, mais comment tu décrirais aujourd'hui l'homme? Donc le masculin. Le masculin en s'entend, général. hein, ouais. Eh bien, c'est une période, je pense, assez difficile pour le masculin. Je l'appellerais plutôt le masculin pour bien cerner notre sujet. Une période difficile puisqu'il est un petit peu attaqué de toutes parts. Au fond, son magistère est attaqué. Il a été en situation de puissance, de domination sur la femme, sur la nature. Il a été un grand conquérant, un petit peu sans grande conscience de ce qu'il faisait. Et tout revient en boomerang dans sa gueule, quoi. Et c'est collectivement que l'empire du patriarcat s'effondre, et c'est individuellement que chaque homme s'effondre aussi. C'est pour ça que tu parlais que l'homme a été mis en cage, si je me trompe pas. Oui, alors ça, c'était l'idée de... C'est un peu le paradoxe, c'est que les femmes se sont réveillées il y a quelques années pour dire à quel point elles étaient encagées dans des situations définies par la société patriarcale, assignées à des tâches qui ne leur permettaient pas d'exprimer leur génie. Donc la révolte a sonné et elle a été violente, elle est violente et elle est tout à fait... Je serais une femme, moi je serais engagée vraiment dans la guerre contre le masculin, contre la société patriarcale. C'est absolument inqualifiable d'être gouverné par des masculins aussi peu conscients, aussi peu éveillés. C'est terrifiant. Et donc tu estimes, quand tu dis des masculins aussi peu éveillés, tu estimes que qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui prennent conscience du travail à faire intérieur que d'hommes? Alors c'est évident, c'est toujours la même situation. Le dominant a tendance à s'endormir sur ses lauriers. Donc les hommes ont été en situation de dominer et n'ont pas été dans une situation d'introspection, de questionnement, de remise en question. Quand les femmes opprimées, comme tous les peuples opprimés, finissent par inventer des solutions pour passer, pour inventer de nouveaux langages, pour se libérer. Donc au fond, les femmes, depuis longtemps, ont trouvé des stratégies de survie, des stratégies d'expression. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2024, les hommes sont très peu encore dans le questionnement sur eux-mêmes, qui serait le préalable au travail sur soi-même. Donc c'est absolument terrifiant, parce que ces hommes qui dirigent le monde sont encore des hommes qui veulent changer le monde, mais qui n'ont pas commencé à se changer eux-mêmes. Et qui pensent qu'ils sont intérieurement et extérieurement bien dans leur basket? Je crois pas, parce que le mensonge finit par filtrer sur un visage, dans des conduites. On le voit, tous ces abuseurs, tous ces hommes qui croient que la violence est le mode d'expression, mais c'est que
ça parle de leur insécurité fondamentale. L'imposteur, ce sont des hommes qui abritent des imposteurs et tôt ou tard ils finissent par le savoir. L'imposteur finit par se trahir. Donc c'est invivable. On peut camoufler ça pendant quelques années, mais un jour on fait une faute et puis tout est révélé, tout s'écroule, quoi. Et quand un homme prend conscience de ça, en général, il tombe et il n'arrive pas à se relever pendant de longues années, si tant est qu'il se relève. Ok, mais parce que là, tu parles de personnalité de haut niveau, on va dire, mais même dans mon entourage proche, ou dans mon entourage en général, j'ai l'impression que entre hommes, déjà, on n'ose pas se dire les choses. C'est ça. On essaie de montrer une certaine personnalité dure, forte, et puis un peu, on a créé ça, en fait. On a demandé à l'homme, en fait, d'être quelqu'un de fort, quelqu'un qui ramène l'argent à la maison, quelqu'un qui gère une famille, quelqu'un qui travaille de 8h à 18h et même plus. Et que si on ose montrer une faiblesse, même entre copains, en fait, on n'ose pas, en fait, on ne le montre pas. Donc on essaie de toujours trouver une excuse. Et je trouve que ça a un impact sur la femme, même si l'homme croit qu'il est parfait. Comment est-ce que l'homme devrait, pour toi, dans ce que tu as vécu et dans ce que tu penses être juste, qu'est-ce que l'homme devrait entreprendre? Parce que pour moi, pour terminer ma question, le travail de l'homme va peut-être aider la femme, alors que la femme est peut-être plus consciente dans un premier temps qu'elle doit travailler sur elle-même, alors que ce serait peut-être d'abord soigner l'homme pour pouvoir ensuite que la femme aille mieux. Et qu'est-ce que serait pour toi la première étape d'un travail intérieur? Alors c'est dans ce sens que je parlais d'hommes encagés, réduits à des rôles. Ces rôles définis par le patriarcat qui coincent les hommes dans des fonctions, dans des rôles, sous ces masques, et les empêchent d'exprimer finalement leurs autres potentialités, leur vulnérabilité, leur sensibilité, leur dimension artistique, leur féminin, etc. On ne peut pas, si on rencontre un homme devant soi, on ne peut pas le mettre au travail s'il n'en a pas envie. Personne ne peut changer comme ça sur une injonction extérieure. Donc au fond, la transformation survient quand il y a une épreuve, un accident de parcours. Malheureusement, le réveil se fait à ce moment-là. Donc si des gens nous écoutent et ne sont pas du tout disposés à concevoir les choses de cette façon, l'idée du travail sur soi, ils ne le feront pas. C'est pas en nous écoutant, même si on a des propos convaincants, ça se passe pas comme ça dans la vie, hein. Et pour nous aussi, qui avons probablement rencontré des épreuves dans notre chemin, ces épreuves nous ont aidés à grandir. Oui, parce que quand je fais un peu le lien par rapport à ce que tu dis, là où moi je m'y retrouve et pourquoi ton livre m'a parlé, dans cette chute post-olympique où, comme je disais, j'étais à la quête de savoir, dans cette quête de savoir plus qui j'étais en tant qu'homme intérieur. Et comme je l'ai dit, j'avais pendant des années, c'était très clair en fait, je jouais au hockey et j'avais un objectif ultime qui était d'avoir une médaille olympique, mais je ne travaillais pas sur moi. Et j'ai dû avoir cette chute post-olympique pour comprendre en fait qui j'étais et vers où je voulais aller, dans quelle direction, et pas être dans les stéréotypes de ce que la société ou le monde du hockey ou du sport en général m'avait mis en fait. Par contre, ça prend du temps. Ouais. J'ai l'impression que c'est une quête qui est infinie. Ça dérange beaucoup. Et surtout déjà que des hypersensibles, pour moi, on utilise souvent ce mot-là, font peur en fait. Et quelqu'un qui fait un travail sur soi, qui déjà même dire le mot, je vais chez un psychologue par exemple, ou je vais voir quelqu'un, Ouais. ça fait peur. Et encore plus quand c'est un homme. Et pour terminer, ce que je voudrais dire par rapport à ce point-là, c'est que j'ai l'impression que tu entends beaucoup maintenant de femmes qui sont dans des dépressions, des remises en question, qui tombent en congé maladie pour prendre le temps et essayer de se retrouver. Et en fait, tu te demandes où sont les hommes. Et de nouveau, il y a 2 ans, ou 2-3 ans, quand j'étais en plein travail, et peut-être d'une manière plus profonde encore que maintenant, même si le travail continue, quand j'osais dire que je ne travaillais pas
et que je travaillais sur moi, en fait. Que je n'avais pas de réel job, que j'étais à la sortie de l'école au milieu de toutes ces femmes qui attendent leur enfant et le seul homme qui est là. Euh, Tu es pris pour quelqu'un de bizarre. Est-ce que tu as ressenti aussi ce feeling d'être différent et d'être pas normal, entre guillemets? Toujours. Oui. Je crois que c'est bon signe. Okay. Quand les autres vous regardent comme ça, c'est assez bon signe. Je crois qu'il faut le prendre comme un encouragement. Mais il faut avoir ce courage en même temps d'aller chercher ses enfants et d'être cet homme cassé, brisé peut-être, sans emploi, supporter le regard des autres. Mais c'est à cette condition qu'on commence un travail transformateur. Il faut supporter ce regard des autres, le regard d'une société. Et je crois que si une femme décide d'aller rejoindre un cours de yoga, un cours de tai chi, ça paraîtra assez normal. Elle rejoint un cercle de femmes au sein duquel elles vont parler, elles vont mettre en partage leurs expériences. Ça paraît normal. Si un homme annonce qu'il va rejoindre un cercle d'hommes, il y a tout de suite une question qui est posée. C'est pour dire à quel point la société a complètement coincé les hommes. Au fond, il devrait être normal, quand on est un homme ou une femme, de travailler sur soi. On est là pour ça, pour améliorer, pour grandir, pour croître. Mm-hmm. Si chaque fois qu'on est un homme, on doit s'expliquer parce qu'on va faire un travail sur soi, il y a quand même un problème avec cette société dans laquelle on est, non? Tout à fait. Et c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais de ce côté... parce qu'on est filmé. Parce qu'on est filmé par des professionnels. Mais c'est surtout ce côté... Il y a ce côté aussi féminin de l'homme qu'on n'explore pas ou qu'on ne veut pas montrer. Et dans ce côté féminin, moi, j'utilise beaucoup cette sensibilité, moi, que j'ai et que je voudrais encore plus utiliser. Mais comme on le disait là tout de suite, la société patriarcale nous a dit qu'il fallait être dur, pas pleurer, tout porter sur ses épaules, soutenir sa femme. Et donc, au finish, tu te dis, ce côté féminin, on va le laisser de côté. Et en fait, tu ne l'explores jamais, tu ne l'utilises jamais. Et je trouve ça très dommage. Et pour revenir un peu à ce que tu disais aussi par rapport à ces groupes de parole, je ne peux pas te donner un nom d'un groupe de parole d'hommes. Ouais. J'en connais des groupes de femmes et on est très dans ce milieu-là maintenant. On est dans... on met la femme au pouvoir, la femme en avant, la femme doit être au même niveau, ce qui est tout à fait juste, mais on en oublie l'homme. Et est-ce que toi... D'ailleurs, ces cercles de femmes, pour le moment, ne veulent pas d'hommes. Oui. Et je trouve ça parfois très dommage. Ouais. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je rêverais qu'on mixe tout ça, ouais. Qu'on puisse échanger. Et je ne sais pas si de ton côté, tu as le même feeling, que pour le moment, elles se mettent de leur côté et nous, on doit rester du nôtre. Alors, moi, j'aspire plutôt à ces cercles mixtes. Hein, c'est ce qui me paraît le plus efficient, le plus dangereux aussi. Et c'est ce danger qu'on doit affronter, de parler devant des femmes et que des femmes parlent devant des hommes, de l'intime. Mais en même temps, j'ai participé à beaucoup de cercles d'hommes et j'avoue que moi qui n'aime pas beaucoup les hommes, je suis un homme hétéro, enfin vieille garde, quoi. Encore bien conservé, très bien conservé. C'est très gentil, mais je suis un homme, tout ce qu'il y a de plus homme, voilà. Mais être un homme a toujours été très douloureux. Parce que les modèles qui m'étaient proposés étaient dégradants. Les hommes qui étaient dans la lumière, ce que la société mettait dans la lumière, étaient des hommes qui me décevaient profondément. C'est pas comme ça que je voyais l'homme. Je le voyais dans toute sa puissance. Tu parles de féminin, mais je parlerais plutôt de cette sensibilité, de cette créativité. Parce qu'au fond, il y a chez les femmes une force, une masculinité, comme on voudra l'appeler aussi, une puissance incroyable. Et qui est aussi, si je t'interromps peut-être, mais qui est un côté masculin de la femme aussi, oui. Et encore très tabou. Oui, enfin peut-être moins aujourd'hui. Hein. Donc être un homme, je crois que pour beaucoup d'hommes qui ne se l'avouent pas, est très difficile.
parce qu'ils se sentent coincés par le regard des copains, des amis. Si on ne boit pas avec les autres, si on ne prend pas le pétard avec les autres, si on ne fait pas du sport avec les autres, si on préfère aller se promener en forêt, si on préfère un cours de yoga à une partie de, je sais pas, de tennis, etc. Il y a tout de suite une espèce de malaise qui ne devrait pas exister. Enfin, on est capable de faire beaucoup de choses très différentes. Donc c'est difficile d'être un homme. Et ce qu'on doit dire ici, c'est autoriser les hommes à vivre cette vie qui paraît aller contre les usages communs, contre les opinions communes. Tenter des choses qui ne vont pas dans ce qu'on considère être homme. Donc Oui. c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et je reprends ton exemple. Tu sais que par rapport à l'alcool, c'est un sujet, surtout dans ce côté, du côté masculin, du côté de l'homme, c'est un sujet encore très délicat parce que, comme tu disais, quand on se retrouve autour d'un bar après un match de hockey ou n'importe quel sport et qu'on te dit que tu dis ben, je vais pas prendre de bière, tu passes déjà pour quelqu'un de pas normal. Ouais. Et donc, il y a un moment donné, moi je me dis, on se sent seul aussi. Ouais. Et donc, pour être accepté, on va le faire. Mais à force de continuer à accepter des choses qui ne sont pas en lien avec ce que tu veux vraiment faire, j'ai l'impression donc, que tu te perds et tu te détruis petit à petit. Et donc, je me demande quel est le juste milieu. Est-ce qu'il faut rester boire 2-3 bières pour faire partie du cercle? Ou est-ce que tu n'en bois pas du tout? Ou est-ce que tu pars? Mais si tu pars, tu es tout seul. Et c'est là où je me demande quel est le chemin à prendre. Et je pense que tu en avais parlé parce que tu es un grand sportif aussi. Oui, ça se voit tout de suite. Non, mais c'est vrai. Je le fus. Et tu me disais que c'était d'ailleurs dans les vestiaires, c'était une atmosphère et un environnement qui te dérangeait fortement. Oui, c'est difficile ça, c'est l'expérience des vestiaires. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme moi. Je suis quelqu'un de pas très pudique, mais je le vis. Au vestiaire, ça va. Je suis plus dérangé, comme je disais, quand je remonte au bar et que je dis ben, j'ai envie de rentrer à la maison et de ne pas boire de bière. Ouais. Mais c'était quoi, toi, ton expérience, comme tu disais, qui te dérangeait dans ce côté du vestiaire de l'homme? Eh bien, à l'orée de la vie sensuelle, de la vie sexuelle, au moment où on regarde, moi je regardais du côté des femmes, hein, j'aurais pu regarder du côté des hommes, je regardais du côté des femmes, j'avais très envie de commencer quelque chose et j'entendais les camarades dans le vestiaire parler des femmes d'une façon tellement grossière, tellement sale. Et ils avaient comme moi envie d'y aller. Et au fond, c'était pour eux une façon peut-être d'apprivoiser ce qui leur faisait si peur, mais c'était dégoûtant de les entendre parler de ça. On avait tous envie d'y aller, mais leur façon à eux d'en avoir envie et de l'exprimer, c'était en salissant l'objet féminin. Et j'arrivais pas à comprendre qu'ils étaient tous venus, sortis d'un sexe de femme un jour, et que ce propos à l'âge de 16 ans soit déjà installé en eux, me glaçait absolument. Et je ne savais pas comment l'expliquer. Parce que ça dépassait simplement la plaisanterie. On peut comprendre la plaisanterie quand on essaie d'apprivoiser quelque chose, on plaisante, mais ce n'était pas ça. C'était vraiment salir les femmes déjà. Et c'est un exemple type par rapport à ce que tu disais, que l'homme a créé justement, a détruit la femme et a créé tout ça en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui la femme se révolte. Mais la femme, est-ce que tu penses que la femme qui se remet en question, la femme qui se sent peut-être en dépression, on utilise toujours ce mot-là, mais il y a plein d'autres styles de remise en question. Est-ce que tu penses que l'homme peut faire quelque chose pour ça, pour aider la femme? Ou est-ce que c'est le fait que l'homme travaille sur lui qui va rayonner et aider sa femme en faisant ce travail-là? C'est toujours ça, quand on travaille pour soi vraiment, on travaille pour la collectivité tout entière, on soigne le monde. Donc on soigne son couple, on soigne sa famille, on soigne le lieu où on travaille. Le travail authentique impacte énormément l'entourage. Donc la question que tu poses, elle a cette réponse évidente. Aider ma femme, c'est travailler sur moi.
c'est me montrer... Donc on est d'accord que dire ma femme a un problème parce qu'elle a arrêté son job ou elle doit se recentrer ou essayer de trouver sa voie ou savoir un peu plus qui elle est, et de dire que c'est que sa femme le problème, on est d'accord qu'on est complètement dans le faux. Je crois que les problèmes sont toujours très, très partagés. Hein. C'est difficile de désigner comme ça. Non, mais c'est parce que c'est elle qui va prendre les devants et qui va dire moi je vais arrêter mon job. C'est pas l'homme qui va le faire, tu vois. Ouais. Donc l'homme devrait prendre les devants pour lui et pour son couple. Je sais pas, on peut pas répondre comme ça dans la généralité. Hein. Chacun est devant sa montagne à gravir et va la gravir de façon différente. Ok, mais le travail, tu crois qu'il finit un jour? Non. Non. C'est un chemin. Je crois que ce qui est assez peu intéressant, c'est la destination. Comme toi, tu t'en es rendu compte, c'est pas la médaille olympique qui est la fin du voyage. C'est plutôt même le début, en fait. C'est ça. Donc, chaque fois qu'on arrive et qu'on franchit une porte, on aperçoit la suivante. Donc la vie si on veut se transformer, si on veut transformer le monde dans lequel on est, le travail est infini. C'est juste que en réfléchissant un peu à ce que tu dis et en réfléchissant beaucoup, même si je réfléchis parfois trop, c'est fatigant parfois, mais en même temps, je me demande, est-ce que tu trouves à un certain moment une certaine sérénité, un certain moment où tu lâches prise et tu vis. Tu dis que le travail est sans fin et j'y crois aussi. C'est un travail d'une vie que tout le monde devrait entreprendre. Et pour moi, j'ai l'image en tête que ceux qui disent qu'ils doivent, et je pense l'avoir dit dans le podcast précédent, ceux qui disent qu'ils ne doivent pas du tout travailler sur eux sont peut-être les premiers qui devraient aller travailler ou parler à quelqu'un ou faire quelque chose pour travailler sur eux. Mais je me demande parfois, est-ce que le fait que ce travail n'a pas de fin, est-ce qu'il y a un moment donné où on peut juste être soi et profiter, ou tu penses qu'au plus on travaille sur soi, il y a un moment où ça se fait tout seul? Je ne sais pas, encore une fois, je peux répondre pour moi-même. Moi, j'ai été un peu condamné dès l'adolescence à travailler beaucoup sur moi-même parce que j'étais embarqué dans ce qu'on appelle une anorexie mentale. C'est une expérience assez rare pour un homme de vivre ça. Donc déjà, c'est une maladie de filles, entre guillemets. Hein, ce sont les filles qui expriment plutôt ce symptôme. Donc les hommes qui s'aventurent dans ces territoires-là sont aussi regardés avec des yeux ronds. Et à tel point que même à l'époque, j'ai un certain âge, il était inconcevable qu'un homme fasse une anorexie mentale. Puisqu'un des symptômes de l'anorexie mentale, c'est la perte des règles. C'est comme ça que c'est défini. Donc a priori, l'homme n'a pas à se trouver dans la situation de ne plus avoir ses règles. Non. Donc vivre une expérience de femme, quand on est un homme, c'est extrêmement intéressant en même temps. Oui. Mais ça m'a condamné tout de suite à trouver des voies de salut, parce que l'anorexie vous entraîne plutôt vers la mort. Donc je me suis battu pour sortir de là, ça m'a pris à peu près 15 ans. Et une fois sorti de ça, si vous avez déclenché un symptôme de cette importance, c'est qu'il y a un environnement sociétal ou familial qui a permis l'expression d'un symptôme de cette violence-là. Donc une fois que vous êtes à peu près la tête qui sort un peu de l'eau, vous avez tout à faire. Oui, je vois. Donc ce que je peux te dire, c'est que là, ma vie a toujours été très difficile parce que l'anorexie, c'est un processus de désincarnation. Il y a quelque chose qui est, si on veut utiliser le registre de l'âme, il y a une âme qui est dans un corps et qui ne supporte pas l'idée de cette descente dans le corps et qui, avec une espèce de puissance qui est celle de l'âme, se dit « je vais vivre sans lui ». Donc je vais vraiment, il est mon frein, il est ce qui empêche le ballon de s'élever. Donc c'est vraiment l'image qu'on a, tu vois, on réduit le corps pour que l'âme soit plus libre. C'est une idée complètement fausse, puisque à mesure que l'âme est de plus en plus libre, on est en train de mourir. Donc il y a un jour où tu te dis, vivre, c'est pas vivre sans le corps, c'est vivre avec le corps. Mais comment je fais maintenant que je l'ai mis à mort? Donc il y a un travail de réincarnation. Donc ma vie a été, tu vois, un travail de réapprendre à manger, à dormir, à faire l'amour, enfin d'apprendre ce que j'avais considéré comme étant sans intérêt. Ok. Et
depuis quelques années, ça va quand même beaucoup mieux. Et je connais aujourd'hui des années de félicité. Tu vois, tout est simple aujourd'hui alors que tout a été toujours très, très compliqué. Ok. Donc je pense que le travail, l'ambition du travail qu'on veut faire sur soi pour vraiment un jour aller mieux, si on n'est pas impatient, si on considère que le chemin est long, comme ceux qui marchent vers Compostelle, hein, on n'arrive pas à Compostelle en 2 jours, eh bien il y a des résultats. Et je crois qu'il faut cette ambition de voir loin. C'est pas guérir simplement la petite coupure que j'ai sur le bras. C'est plus important que ça. Et tu avais aussi, tout au long de ce chemin qui est encore occupé, oui. Tu avais aussi cette impression de quand tu évolues et que moi j'utilise toujours ce terme-là, en fait, on pourrait l'appeler vers la quête de son masculin sacré, même si tu n'aimes pas toujours utiliser ce terme-là, mais sa quête de savoir qui tu es vraiment et d'être le plus aligné en fait avec avec qui tu es en tant qu'homme ou femme, qu'en fait tu te rends compte que tu commences à te détacher de certaines personnes et qu'en fait c'est les bonnes en fait qui restent sur ton chemin et que petit à petit en fait tu fais le tri des choses et des activités, des gens que tu vois, et tout commence à devenir un peu plus clair. Mais parfois tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de monde autour de toi et qu'il y en a très peu qui sont encore là. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est les bons? Est-ce que c'est parce que c'est ceux qui doivent rester et qui... Des fois c'est une question que je me pose, tu vois, parce qu'au finish ça devient très restreint le nombre de personnes qui est encore là. Oui. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut rester au bar à boire des coups, ou bien engager ce travail difficile qui va forcément amener une certaine solitude. C'est impensable de considérer les choses autrement. Être un artiste, c'est se retrouver enfermé dans son atelier avec sa toile, avec ses angoisses qui vous traversent. Être un écrivain, c'est affronter le mystère de la mise en mots. Et être un homme qui décide de travailler sur lui-même, c'est accepter de se retirer d'une certaine communauté pour faire son chemin, pour le construire, pour le tracer. Et il n'y a pas grand monde qui va vous aider. On est très seul. Ouais, on est très seul et j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui se rendent compte, comme on disait là tantôt, qu'il y en a très peu qui prennent conscience du travail à faire, qui croient que tout va bien. Oui. Et des fois, tu as envie de leur faire comprendre que je ne dis pas que tout va mal. Il y a plein de gens, personnes heureuses, plein d'hommes heureux. Mais que le travail serait utile pour eux et pour tout le monde. Mais des fois, comment les initier à ça, c'est aussi très compliqué. Oui. On n'ose déjà pas dire à son pote qu'on est mal. Oui. On va plutôt le dire à une femme. Oui. Et comment dire à son pote, je trouve que tu devrais travailler sur toi. On ne le dit pas. Encore moins. C'est difficile. Et donc, il faut attendre qu'il y ait une grosse chute pour pouvoir dire à son copain ou son pote. Malheureusement, c'est un peu ça. Ouais. On n'a pas tellement le droit de rentrer dans la vie de l'autre et de prononcer ce genre de phrases qu'on prononce. Hein, tu devrais faire ça. De quoi on se mêle. Ouais. Donc, c'est très difficile. Même si on sent que cette personne devrait être aidée ou faire un travail, on n'a en général pas le droit de s'en mêler. Ça vient de l'intérieur, ces choses-là, ou ça ne vient pas. Ou ça vient jamais. Ou ça vient jamais. Et parfois, j'ai peur que pour des personnes, en fait, tu meurs sans ayant fait ce travail, en fait. Alors, si on croit à la possibilité de renaître, peut-être que le travail se fait sur plusieurs existences, hein, qui sait. Mm-hmm. Peut-être que la mort n'est qu'une porte qu'on franchit pour poursuivre de l'autre côté ce qu'on a commencé ici. Et peut-être qu'en naissant, déjà, on avait commencé un travail avant, je ne sais pas. Mais j'aime bien cette idée d'un travail infini. Le travail, pour moi, le mot travail est peut-être négatif, hein, parce qu'il est associé forcément à des idées de contraintes. Mais pour moi, le travail, c'est pas le mot qu'il faudrait utiliser. C'est comme pétrir, c'est comme sculpter. Être son propre sculpteur, sculpter l'homme. Enfin, disons que l'homme authentique est à l'intérieur et on travaille à enlever toute cette matière. Pas juste physiquement pour avoir des tablettes de chocolat. C'est ça, voilà. Au fond, c'est les tablettes de chocolat intérieures qu'on cherche. Hein. C'est cet homme musclé, mais l'âme musclée qu'on cherche à faire apparaître.
Donc on enlève un petit peu comme quelqu'un qui veut maigrir, mais là c'est un travail sur l'être qu'on fait. On enlève tout ce qui est inutile pour faire apparaître finalement. Et au-delà de ce chemin de solitude qu'on va connaître, on va rencontrer les autres après, comme jamais. En réalité, la vraie rencontre se fait quand on a commencé à travailler. La vraie rencontre, dans quel sens tu veux dire? Quand on est un être, quand on sort de l'imposture pour aller vers une posture d'un homme dans ce authentique. monde, là, les rencontres authentiques se font avec d'autres êtres. Donc tu es d'accord avec moi que quand les hommes et les femmes sont plus alignés avec qui ils sont, les choses se mettent? Bien sûr, l'alignement, c'est ça. Énergétiquement, tu attires les choses qui doivent arriver à toi. Oui. Ok. Bien sûr, donc par exemple, ce que tu engages ici aura un impact dans la mesure où tu fais quelque chose qui sort du plus juste de toi, du plus vrai de toi. Et par ce vrai, tu rencontreras forcément tous les autres. Ou même si je suis persuadé, et je te l'avais dit en backstage, mais je suis persuadé, je le dis haut et fort ici, que parler comme ça va déranger. Et au finish, je pense que je m'en fous. Je m'en fous, mais mon mauvais Elliot va peut-être me dire à un moment, tu t'en fous pas. T'as quand même pas envie d'avoir des critiques négatives sur ce que j'entreprends, par exemple, maintenant, tu vois. En même temps, en 2024, les choses ont évolué quand même. Tu vois, tu lances quelque chose dans un contexte qui a quand même été bien travaillé déjà. Ouais. Tu vois, je te cite un exemple. Pour mon livre « Éloge de la vulnérabilité des hommes », j'ai fait une conférence à Lorient, en Bretagne, invité par des libraires. Il y avait 200 personnes dans la salle et il y avait 30% d'hommes. Ok. Une chose qui n'arrive jamais, hein. Ouais. 30% d'hommes qui venaient sur une thématique risquée pour eux. Hein. Eh bien, je fais ma conférence, on lance le débat, et là, il y a des hommes qui se lèvent et qui prennent la parole, qui lèvent la main, et qui partagent quelque chose de l'ordre d'une offense qui leur a été faite, d'une blessure. Et là, tu as tous les visages qui se tournent vers l'homme, et tu as l'impression que toute la salle est en train de guérir. C'est d'une puissance océanique. Et ça a l'air très simple. Hein. Le type, il dit juste, je sais pas, j'ai été abusé à l'âge de 6 ans, j'ai pas osé en parler, ou bien mon père est parti, je le détestais et maintenant j'ai tellement besoin de lui. Enfin, des choses d'une simplicité biblique. Mm-hmm. Mais le fait que l'homme ose, mais il y avait des larmes aux yeux qui venaient de cette chose si simple. Mm-hmm. 200 personnes qui étaient en train de se dire, mais alors les hommes sont capables aussi de ça. Donc ce que tu fais, c'est le bon moment de le faire. Ceux qui ricanent, de toute façon, ils sont perdus pour toujours. C'est pas le problème. Mais aujourd'hui, les gens sont dans cette demande qui n'est pas formulée d'une aide pour nourrir l'être. Pas simplement la tablette de chocolat, mais l'être qui est en demande, qui crève de faim, qui a besoin de ses nourritures. Donc non, tu viens au bon moment, ça sera juste. De toute façon, on verra, mais je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur l'homme qui parle, parce que tu sais qu'un des sujets qui me passionne énormément est le transgénérationnel. Donc on porte un sac à dos avec toutes les merdes de plus haut, et quand on ne met pas des mots sur les mots MAUX qu'il y a eu plus haut, la chaîne continue. Et je me demande si l'impact du transgénérationnel a des conséquences sur ce qu'est l'homme aujourd'hui. Comme tu disais, un homme qui avoue avoir été abusé, si les mots ne sont pas mis sur cet acte, les problèmes vont faire que découler sur les enfants, petits-enfants et autres qui vont arriver. Oui. Donc, le fait que l'homme travaille sur lui va avoir, comme tu le disais, un impact sur sa femme, son environnement, et sur ses enfants, pour ne pas refiler, entre guillemets, ses problèmes et ses merdes à ses enfants. Oui. Et si on y croit, et c'est peut-être un sujet plus difficile à partager, mais si on y croit, on peut travailler aussi sur ses morts. Je sais. Et ce serait plutôt parce que je sais que tu n'aimes pas quand on utilise ce mot développement personnel. J'aime pas trop ce mot, non. Ouais. Pourquoi ? Eh bien, quand on engage vraiment le travail, on s'aperçoit qu'on est en réalité dans
une tentative de soigner tout un groupe de personnes. Au fond, moi j'utilise beaucoup le concept de l'archipel. Donc quand tu te perçois comme être singulier, on est tous ici des êtres uniques au monde, c'est indiscutable. Mhm. Donc utilisons la métaphore de l'île. Tu peux passer ton temps à essayer de prendre soin de cette île, mais quand tu regardes un petit peu autour de l'île, tu t'aperçois qu'il y a une autre île ici, une autre île ici, et que si tu t'élèves un petit peu vue d'avion, ça forme un archipel. Toi, tu n'es pas simplement l'île, tu es l'archipel. Et l'archipel, il est constitué des vivants et des morts. Et souvent, quand tu fais un effort considérable pour soigner ton île, en réalité, c'est l'île à 200 km de toi qui a un problème, et cette île, elle est constituée par un mort, un oncle qui s'est donné la mort dans des conditions dramatiques et auxquelles personne n'a apporté assistance. Et dans le soin que tu vas faire avec un soignant particulier, tu vas soigner cet oncle. Et tu vas t'apercevoir qu'en le soignant, ça va avoir un impact sur tout l'archipel. Soigner nos morts. Voilà, et donc c'est compliqué de comprendre. On peut passer pour un fou quand on dit des choses comme ça. Mais dans les traditions, dans toutes les sociétés, le soin qu'on a apporté aux vivants a toujours été égal au soin qu'on portait aux morts. Et un des grands problèmes de la société moderne, c'est qu'elle ne croit plus à ses morts, qu'elle ne croit plus à la mort, et qu'elle ne fait plus ce travail. Et en retour, les vivants sont meurtris parce qu'ils sont en lien avec des morts dont ils ne s'occupent plus. Un cercle vicieux. Et donc devrait commencer d'abord par soigner leurs morts. Je ne sais pas par quoi il faut commencer, mais en tous les cas, dans ce grand projet de transformation, il faut intégrer les êtres qui sont passés de l'autre côté et souvent dans des conditions très violentes. Un suicide, un accident de la route, une maladie foudroyante, etc. Ça constitue toujours des situations dans l'au-delà de problématiques. Surtout si on n'en parle pas. Voilà. Et j'avais lu et je continue de lire sur ce sujet du transgénérationnel, qui est pour moi un impact énorme sur qui on est en tant qu'homme et femme aujourd'hui, même si on dévie un petit peu, mais ça reste quand même fort lié. De toute façon, les mots MAUX sont liés soit à l'inceste, soit liés à la mort. Et comme tu dis, si on ne les soigne pas plus haut, ils vont faire qu'avoir des répercussions sur les prochains. Et donc le fait de ne pas travailler dessus va faire que des maladies vont se répéter, des dépressions, des peurs, des angoisses. Et je sais que pour prendre mon exemple sur l'hypocondrie qui me bouffe encore aujourd'hui, je sais qu'elle vient de plus haut. Alors comment faire pour aller soigner ça plus haut et que ça puisse me soigner moi? C'est ça qui est compliqué à savoir, tu vois. Et c'est là peut-être que j'ai besoin de ton expérience, de savoir comment est-ce qu'on peut soigner plus haut pour se soigner soi-même. Alors moi, j'étais allé voir des femmes qui avaient des dons, qui ont des dons qu'on pourrait appeler des sorcières d'aujourd'hui, et qui travaillent de façon très étrange, très étonnante, rationnellement inexplicable, à établir la connexion avec ceux avec lesquels tu es relié dans l'au-delà, et qui finissent par te faire comprendre, à te faire découvrir que dans ta lignée, il y a quelqu'un dont tu ne connaissais même pas l'existence, qui est celui à qui tu dois porter assistance. Okay. C'est complètement fou. Donc, bon, peut-être que là, on va trop loin, là, je ne sais pas. Mais non, mais je pense que ça a un impact sur qui on est tous, pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. C'est pour ça, enfin, je te coupe, pardon, mais c'était pour ça que le terme de développement personnel me paraît ne pas permettre à chacun de comprendre l'objectif du mot guérison. Okay. Parce que dans le développement personnel, on a l'impression qu'on va s'occuper de sa pomme et qu'une fois que la pomme sera bien frottée, qu'elle brillera, on aura atteint l'objectif. Ça ne peut pas être ça. Non, mais c'est comme tu utilises aussi le terme guérison, qui est pour moi un terme très... guérison fait comme si tu avais déjà un problème, tu vois, une maladie. Oui. Aujourd'hui, les maladies... c'est vrai. Comme tu disais le travail de l'homme, mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir une maladie ou une dépression ou autre chose pour se dire on va travailler sur soi? Moi, je pense que non. Non. Et guérir, pour moi, c'est un terme très dur aussi, mais c'est surtout
être en quête de qui tu es vraiment. C'est plutôt ça. Après, c'est gentiment dit. Mais moi, des fois, de nouveau, j'ai eu besoin d'avoir des signes physiques qui me montraient qu'il était temps d'agir. Est-ce que tout le monde doit attendre ce signe-là? Je ne suis pas sûr. Mais c'est peut-être un peu la conclusion de notre discussion, c'est comment réveiller les hommes. Comment ça a déjà commencé. Ton livre a un impact énorme et il m'a parlé à moi qui suis peut-être plus dans ce mood et dans ce mindset-là de développement personnel, même si tu n'aimes pas ce terme, mais comment éveiller les autres. Ouais. Et c'est un peu, je voudrais terminer là-dessus parce que pour moi, il n'y a pas encore assez d'hommes qui sont prêts à être éveillés. Ouais. Je peux citer un exemple. Vas-y. J'ai fait une conférence dans la petite ville que j'habite aujourd'hui, qui s'appelle Uzès, dans le Gard, c'est le sud de la France. Très, très jolie petite ville. Il y a une librairie assez fameuse dans cette ville, qui s'appelle la librairie de la Place aux Herbes. Donc ils m'ont invité pour parler du livre sur les hommes. Et donc j'ai parlé des hommes, de leur trajectoire, etc. Et des outils que les hommes ont utilisés pour aller mieux, dont les cercles d'hommes. Et donc à la fin de la rencontre, il y a un homme qui lève la main et qui dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer des cercles d'hommes ici ?» Alors, il fallait que je sois cohérent. J'ai dit « C'est une excellente idée. » Je n'avais pas du tout envie de m'en occuper. Mais lui dit il s'est tourné vers la salle, comme ça il a dit si certains hommes sont intéressés, je prends les adresses et je vous inviterai chez moi pour la première rencontre. Okay. Et 15 jours plus tard, on était 15 chez lui. 15. Et les hommes qui étaient là, tous disaient qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'on pouvait parler à un autre homme d'autre chose que le match de foot, les élections, etc. Qu'on pouvait rentrer dans ces problématiques de vie intime avec d'autres hommes. Donc, c'est possible. Je pense qu'ils n'en ont pas l'idée. Ils pensent que ça n'existe pas. Prouvons-leur que c'est possible. C'est un peu... On va vraiment terminer là-dessus. Je serais très fier qu'il y ait, quand ce podcast va sortir, qu'il y ait ne fût-ce qu'un homme qui ose dire « j'ai envie de parler ». J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Un homme qui créerait un cercle d'hommes et qui inviterait ses proches. Voilà. Et même si j'en ai un qui va réagir sur ce podcast pour te dire il est temps en fait que je parle, je pense que ce sera ma plus grande réussite. Voilà. Et je terminerai de nouveau en disant j'espère que les hommes vont commencer à parler, parce que je reste dire que c'est une solution à un monde meilleur, où on peut après échanger entre hommes et femmes d'une manière beaucoup plus constructive, et plus chacun de son côté. Ouais. Mais je voudrais aussi te remercier déjà tous les gars qui sont encore derrière cette caméra, parce qu'ils font un boulot de dingue. Et te remercier surtout d'avoir pris le temps de venir. Je ne sais pas pourquoi tu t'es dit, tu me l'expliqueras encore une fois après, mais pourquoi tu t'es dit de venir voir un jeune de 35 ans bruxellois qui avait envie de parler de l'homme. Pourquoi tu as accepté de faire 7 heures de voyage pour venir jusqu'ici. En tout cas, ça me touche vraiment. Je suis très fier de l'avoir fait. Tu es le premier invité, j'espère en avoir plein d'autres, mais tu peux être fier que tu sois mon premier invité. Donc merci Jean-Philippe. Merci Elliot. Et de toute façon, laissons parler les hommes. Oui.